C'est toi qui prends la parole ? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence à cette table ronde qui s'inscrit dans le cadre de la grande cause nationale sur la santé mentale. La grande cause nationale qui est d'ailleurs reconduite en 2026, l'année prochaine. On est ravis de voir l'affluence aussi qui montre combien la santé mentale des jeunes, c'est un enjeu majeur, un enjeu de société et un enjeu démocratique. Donc moi, je suis Océane Lepape, je travaille au sein de la Mutualité Française Bretagne. Et la Mutualité Française Bretagne, c'est la fédération des mutuelles de santé. La santé mentale des jeunes se dégrade très fortement. On le voit dans nos actions et on le voit grâce à des études sur l'état de la santé mentale des jeunes dont Margot Tellier-Poulain et Fabienne Collat pourront parler aussi pendant la table ronde. Et c'était important pour nous de réunir aussi des professionnels engagés, une médecin, des jeunes, parce que évidemment, c'est impossible de parler de santé mentale des jeunes sans les jeunes, ça n'aurait pas de sens pour nous. Donc, simplement pour conclure, je voudrais parler de Salomé Saké qui a écrit le livre « Résister » et qui donne pour elle un conseil sur la santé mentale. Elle dit que, je vais la citer, en termes de santé mentale, le plus efficace pour elle reste quand même les luttes collectives. S'engager avec d'autres dans des causes qui nous sont chères fait beaucoup de bien. Et donc la mutualité, c'est un lieu d'engagement, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je vous souhaite une très belle table ronde et je passe la parole à Isabelle. Merci beaucoup. Merci Océane, merci à vous d'être là. Donc Niels Combe, qui est directeur du campus des solidarités de Rennes, devait introduire également cette table ronde. Il est désolé, mais il est appelé maintenant à une autre réunion. Donc juste un petit mot introductif. Il est évident que quand la mutualité française avec Claire et Océane nous ont proposé en fait de co-construire cette table ronde, on en était bien évidemment tout à fait intéressés et ravis. Santé mentale qui est pour l'année 2025 en tous les cas cause nationale et comme vous le savez renouvelée en cause nationale pour 2026 puisqu'il reste encore énormément à faire, à créer, à inventer. Donc 2 années consécutives. C'est très bien, ce sera certainement nécessaire, certainement insuffisant, mais pas à pas, on peut avancer. Alors, pour nous, Centre de formation en travail social, c'est un sujet éminemment crucial. On accueille chaque année sur nos 5 campus des solidarités environ 5000 étudiants, 5000 jeunes. Encore faudrait-il définir jeunes, mais voilà, en tous les cas, des étudiants et étudiantes apprenant en formation et en devenir. On a effectivement chaque année l'observation par nos équipes pédagogiques d'étudiants et étudiantes qui montrent des signes de difficulté, de vulnérabilité, de fragilité, dans des contextes parfois de précarité. Nos équipes pédagogiques s'efforcent d'accompagner au mieux ces jeunes en devenir professionnels, où souvent le parcours de vie et le parcours de formation sont intimement mêlés. On a eu notamment en 2022 Mathilde, je la nomme, qui effectivement était une étudiante. On n'a pas vu venir, mais elle s'est suicidée. Et ça, c'est vraiment une situation qui nous a tous affectés. Bien évidemment les étudiants, bien évidemment les équipes pédagogiques et la communauté pédagogique dans son entier. S'en est suivi bien évidemment une réflexion au niveau de l'équipe pédagogique. Donc il y a des choses qui ont été mises en place depuis. On en parlera peut-être tout à l'heure avec la question des dispositifs et de l'accompagnement des jeunes en formation. Mais je vais m'arrêter là. Vous avez bien compris que ce sujet nous tient à cœur à Ascoria. Et nous sommes ravis, vraiment très heureux, d'accueillir nos 5 intervenants pour cet après-midi. Alors ça va se passer en fait en finalement 2 temps, peut-être même 3. Un premier temps où on va un peu se présenter rapidement pour vous parce que vous êtes nombreux, donc on ne va pas pouvoir faire le tour de l'amphi. Un peu plus posément pour vous, vous allez pouvoir effectivement chacun votre tour vous présenter.
Le deuxième temps sera sur un état des lieux de la santé mentale des jeunes aujourd'hui. Que nous disent les études, que nous disent les rapports, que nous apprend également les expériences des étudiants, les expériences des professionnels directement accompagnant les jeunes. Et puis, il y aura un temps d'échange avec vous après ce premier temps. Et on passera à un deuxième temps sur la question des dispositifs et des solutions, j'aime pas bien ce terme, mais en tous les cas, des modalités d'accueil, de prévention, au-delà de la crise même peut-être, mais en tous les cas, comment faire en sorte, dans une communauté de biens communs, prendre soin de notre santé mentale et de celle des jeunes. En particulier, en tous les cas, c'est notre thème d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous passe le micro et je vous demande de vous présenter chacun à tour de rôle. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Margot Tellier-Poulain, moi je suis responsable de projet santé et protection sociale à l'Institut Montaigne et je suis co-auteure de la note qui a été réalisée par l'Institut Montaigne en collaboration avec la Mutualité française et l'Institut Terram sur la santé mentale des jeunes de l'Hexagone aux Outre-mer. Fabienne Collat, alors j'ai une petite tête mais j'aurai 2 casquettes aujourd'hui. Je suis présidente de la Mutualité française Bretagne et je suis également membre du Césaire et c'est à ce titre-là que je parlerai puisque je suis co-rapporteur d'une étude sur la santé mentale des jeunes en Bretagne pour le Césaire. Bonjour, donc je suis Anne-Sophie Maille, j'exerce en tant que psychiatre au bureau d'aide psychologique universitaire que l'on appelle le BAPU. Bonjour, Christopher Lemarchand, je suis apprenti éducateur spécialisé à Ascoria en 3e année de formation. Donc je suis apprenti auprès de l'APAS, service de protection de l'enfance, et on est invité ici avec mon camarade en tant que personne concernée, parce qu'on est visiblement jeune, et en tant qu'acteur aussi, et on vous en parlera un petit peu plus après, mais au travers d'un projet étudiant qui s'appelle Mentalo, qu'on représente aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, c'est Julien Naorès, éducateur spécialisé en apprentissage également, en 3e année. Moi, je travaille dans une association qui s'appelle l'ARAS. Et puis, si j'interviens aujourd'hui, c'est dans le cadre du projet Mentalo. Décidément, la technique. Merci beaucoup. Et peut-être uniquement pour le moment, pour aussi que vous puissiez vous présenter, l'équipe de construction de cette table ronde avait tout simplement envie de vous demander comment vous alliez aujourd'hui. Donc vous avez des petits cartons de couleurs qui sont à votre disposition. Et en fait, vous avez 2 couleurs. Vous avez, si je ne m'abuse, un jaune-vert, anis, je ne sais pas, et un rouge. Eh bien, tout simplement, si vous allez bien, plutôt très bien, vous pouvez être en vert-jaune. Et si ce n'est pas terrible pour vous aujourd'hui, vous pouvez être en rouge. Alors, on a une salle qui va plutôt bien, à quelques exceptions près. Et puis, la deuxième question qu'on avait envie de vous poser, pour aussi d'emblée être en interaction avec nos intervenants, c'est finalement, toujours en utilisant vos petits cartons, aujourd'hui, quand on vous dit santé mentale des jeunes, est-ce que en vert, vous auriez tendance à dire que oui, c'est en bonne voie, on en tient compte, il y a des dispositifs, un accueil qui est plutôt de qualité, plutôt suffisant et plutôt adapté, ou au contraire, non, il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire, et c'est vraiment, pour l'instant, une problématique qui n'est pas suffisamment prise en compte. Et à ce moment-là, c'est rouge. Alors, on a beaucoup de rouge. On a beaucoup de rouge. Ce n'est pas très étonnant, vous allez rebondir avec les résultats d'enquête. On a un peu de vert, mais on a surtout
du vert et du rouge. Et ça, c'est intéressant parce que, évidemment, sur certains aspects, c'est plutôt en bonne voie et sur d'autres, c'est absolument insuffisant. Donc, quand on regarde dans le détail, vous avez raison, ceux qui ont utilisé les deux couleurs, il faut probablement un peu de nuance. Et alors, du coup, pour avoir de la nuance, je pense que Margot, vous allez pouvoir nous en apporter et surtout des précisions objectives qui vont nous permettre de brosser déjà un état des lieux à partir de l'enquête Montaigne. Merci beaucoup. C'est vrai que nous, avec du coup l'Institut Terra, Mutualité Française, Institut Montaigne, on a fait une enquête auprès de plus de 5600 jeunes qui étaient dans toute la France, hexagonale comme dans les territoires ultramarins, qui déjà a la particularité, les territoires ultramarins sont très peu sondés. Donc c'est des données déjà qu'on a très peu. Et même quand on a voulu regarder pour savoir faire des données barométriques, c'est-à-dire retrouver des mêmes questions qui auraient été posées il y a 10, 15, 20 ans, on remarque que la santé mentale, c'est vraiment une question nouvelle. Alors, c'est pas une problématique nouvelle, mais c'est une question qui est nouvellement posée, en tout cas nouvellement traitée. Et on a beaucoup de difficultés à retrouver des chiffres en toute transparence. Quand on a voulu regarder un peu les chiffres qui existaient, les seuls chiffres qu'on avait retrouvés avant la pandémie étaient des chiffres de 97 sur le suicide des jeunes filles. Mais on voit qu'il y a très très peu d'études qui permettent vraiment de brosser un état des lieux large. Donc nous, on a souhaité le faire, et on a souhaité le faire avec une vision plurielle, parce qu'on a tendance à clôturer autour de la santé mentale cet enjeu, est-ce que les jeunes vont bien ou mal, et on ne regarde pas vraiment qu'est-ce qui construit une santé mentale dégradée, qu'est-ce qui peut être un déterminant ou non, et quels sont parfois des espaces de vie qui mettent encore plus à mal la santé mentale des jeunes. Alors déjà, pour cette question de la définition de jeunes, nous avons sondé les jeunes de 15 à 29 ans. Et du coup, dans ces jeunes, on a évidemment des grands moments charnières de transition. On a 18 ans, l'indépendance, on a les premières études, le premier travail, et ça amène, on va le voir, des vraiment moments très marquants pour la santé mentale des jeunes. Ensuite, comme je le disais, on a voulu voir tous les territoires. Ce qui est intéressant déjà, c'est que le premier gros clivage a lieu entre Hexagone et Outre-mer. La santé mentale des jeunes ultramarins est clairement très très dégradée, encore plus dégradée que les jeunes en Hexagone. Nous avons regardé la santé mentale à travers plusieurs questions, mais deux questions principales. Une question qui était celle que vous venez de poser. Comment évalueriez-vous votre santé mentale ? Bonne, mauvaise, ni bonne ni mauvaise. Et ensuite, des questions issues du PHQ-9 qui visent à plutôt regarder à travers des symptômes. Est-ce que vous vous sentez déprimé ? Est-ce que pendant les 2 dernières semaines, vous vous êtes senti déprimé ? Est-ce que vous avez des troubles de l'appétit ? Ou à l'inverse, vous mangez trop ? Est-ce que vous êtes anxieux ? Est-ce que vous avez pensé à vous faire du mal ou à mourir dans les 2 dernières semaines ? Et lorsqu'on regarde ces questions, qui ne sont pas du diagnostic, parce qu'évidemment, un diagnostic doit être fait par un professionnel, mais qui sont de l'auto-évaluation, quand on croise, on voit qu'en fait, on a 25% des jeunes hexagonaux et d'outre-mer qui ont une présence de dépression. Alors, ça va être large, évidemment, ça va être très différent. On est à 4 jeunes sur 10 en outre-mer, donc on voit que la moyenne est quand même poussée par ces territoires-là. Mais c'est vraiment une situation qui est partout sur le territoire. Là où on va avoir des grands clivages, là encore, on a aussi un écart entre jeunes urbains, jeunes ruraux. Alors si dans l'imaginaire collectif, on imagine que la ruralité est plutôt une zone de solitude, pas du tout. Les jeunes urbains se sentent plus seuls. Les jeunes urbains ont une santé mentale plus dégradée que les jeunes ruraux. On a 7 points d'écart sur le résultat du PHQ-9. Et on voit que dans les zones où la densité de population donne une impression de se sentir entouré, la réalité est tout autre. On a aussi des plus grandes difficultés d'accès aux soins dans ces territoires-là, ou en tout cas dans les proportions de jeunes qui indiquent ne pas avoir été chez un professionnel alors qu'ils en ont ressenti le besoin. Et donc, on remarque que les imaginaires qui peuvent penser à des territoires particuliers amenant à plus de difficultés sont finalement très différents. Ensuite, je parlais de ces moments de transition. On a un moment très fort qui est un moment où la cristallisation d'une santé mentale dégradée se fait. Ça va être vers 18 ans. Ce moment d'indépendance, ce passage du lycée aux études, pour la majeure partie, évidemment, après, les parcours de vie peuvent être différents, mais de manière générale, on remarque que là aussi, c'est une période
où les jeunes vont avoir une santé mentale plus fragile. Alors ça peut être dû par plein de raisons. On voit que par exemple les jeunes qui habitent seuls ont une santé mentale plus dégradée que les jeunes qui restent en famille, qui restent habités chez eux. Et à ça je mets un petit astérix là aussi parce que la réalité est toujours un peu plus complexe. Ça dépend comment est la stabilité du foyer familial, parce qu'il y a évidemment un déterminant très fort sur la santé mentale des jeunes qui va être l'instabilité familiale dans l'enfance. On voit que les jeunes qui ont eu des vies plus instables, des familles avec des deuils, des divorces, des difficultés, des déménagements, vont avoir une santé mentale plus dégradée que des jeunes qui ont une stabilité majeure. Et là aussi, une autre caractéristique va être la précarité économique, où là aussi, des jeunes en très grande précarité économique vont être 3 fois plus nombreux à avoir une santé mentale dégradée. Peut-être, et je passerai après la parole, mais je pourrais parler pendant des heures, mais un autre élément d'importance, c'est de remarquer la difficulté que vont avoir les jeunes à connoter leur santé mentale. Sur cette question, comment allez-vous? Comment est votre santé mentale? On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui disaient, en fait, ni bonne ni mauvaise. C'est-à-dire, fondamentalement, ça va, enfin si je regarde le gros ça va, mais en même temps il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'on avait des résultats assez différents lorsqu'on regardait des questions symptomatiques. Parce qu'en réalité, quand on demande à quelqu'un est-ce que vous avez eu du mal à dormir, est-ce que vous avez du mal à manger, est-ce que vous êtes triste, c'est beaucoup plus précis de pouvoir le dire, et c'est aussi dans un cadre temporel bien plus précis des 2 dernières semaines. Et je pense que c'est aussi un élément assez important pour en revenir, mais il y a aussi cette notion d'apprendre à définir cette santé mentale, définir tous les déterminants qui peuvent l'impacter et qui vont avoir forcément des conséquences sur toute la vie des jeunes en tout cas. Merci beaucoup pour ces premières indications, premières précisions. Des disparités géographiques, des disparités de genre, des disparités liées au cadre de vie. Donc des premiers déterminants effectivement qui sont essentiels. Est-ce que vous, Fabienne, dans le cadre de votre mandat, puisque vous êtes aussi co-rapporteuse d'une étude, est-ce que vous avez, il y a des points de convergence avec ce que vous venez d'entendre? Si oui, lesquels? Ou est-ce qu'il y a effectivement des points de divergence? Certains politiques aimeraient supprimer les Césaires. Donc, rappelez que c'est une vraie instance de démocratie sociale et qu'on a besoin de ces espaces-là. En Bretagne, il y a 120 conseillers qui sont rattachés au Césaire de Bretagne. On est nommé par le préfet de région et on représente en fait tous les acteurs de la société civile engagés. Donc, on va retrouver le monde des entreprises, le monde des associations, le monde des syndicats. Donc, tout ce monde-là va croiser ses regards. Et en fait, on est chargé de sortir des avis, des études pour éclairer les décisions des élus du Conseil régional. En fait, on travaille principalement pour les élus du Conseil régional de Bretagne à partir d'études et d'avis. Alors, sur l'étude sur la santé mentale des jeunes en Bretagne, évidemment qu'il y a et heureusement, j'ai envie de dire, on s'y retrouve bien, il y a de nombreux points de convergence. J'avais envie d'en citer, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Le premier, c'est de dire qu'il faut déstigmatiser la santé mentale. Quand on a commencé à faire l'étude, on a été vraiment frappé de voir combien c'était encore tabou au XXIe siècle, la santé mentale, parce que bien souvent, elle va être accrochée à la maladie mentale, à la folie, alors que finalement, la santé mentale, on en a toutes et tous une. Elle fait partie de notre santé, au même titre que la santé physique ou que la santé sociale. Donc en fait, la première partie de notre étude, c'est de dire qu'il faut déjà changer de regard et donc de travailler cette question-là pour faire en sorte que ça devienne quelque chose qui fait partie de notre santé. Donc ça, c'était le premier point de convergence. Dans l'étude, on montre que des jeunes qui ne se sentent pas bien, finalement, ils ont quand même du mal à pousser les portes et à aller chercher de l'aide parce que justement, ils n'osent pas trop en parler. Donc il y a quand même un travail à faire pour informer, pour former, pour sensibiliser. Un autre point commun avec l'étude menée pour la Mutualité française, c'est que effectivement, la santé mentale elle va être déterminée par des caractéristiques individuelles,
mais surtout tout l'environnement de vie, toutes les conditions de vie, tout ça va avoir un impact sur la santé mentale. Donc en fait, on a une grande partie de l'étude est consacrée aux déterminants sociaux de la santé mentale, et il y en a beaucoup en fait, le logement, l'habitat, les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions d'études, le niveau économique, tout ça va influer sur la santé mentale des enfants et des jeunes. Et effectivement, dès lors qu'on est touché très jeune, ça sera plus compliqué après de se construire de manière harmonieuse. Et alors, est-ce que j'en avais encore un autre ? Oui, c'est dans la conclusion de l'étude, en fait, au moment où il est dit que l'action publique a un rôle à jouer. Nous, c'est quelque chose qu'on a développé dans notre dernier chapitre de l'étude, et on l'a intitulé « Le défi politique », parce que ça nous semble crucial que les élus, les décideurs, ils s'emparent de cette question de la santé mentale et vraiment se préoccupent de la santé des enfants et des jeunes. Et nous, on en a fait un véritable postulat en disant que faut pas voir ça comme un coût, comme une mesure financière, comme une charge financière, mais en fait c'est un pari pour l'avenir, parce que les jeunes, ils représentent l'avenir, et donc c'est parier sur l'avenir de la Bretagne que de se préoccuper des enfants et des jeunes aujourd'hui. Voilà pour les points de convergence. Et points de divergence, c'est peut-être sur la méthode, au sens où au Césaire, les études ne reposent pas sur des études quantitatives. En fait, on fait des auditions. Donc là, on a fait près d'une centaine d'auditions. Et donc là aussi, on vient croiser tous les regards. On a interrogé des acteurs de terrain, mais aussi des professionnels de santé. On a interrogé des élus, des bénévoles, des représentants, bien sûr les jeunes. Moi, j'avais oublié, mais enfin, on a aussi... voilà, donc public jeune, on a interrogé des publics étudiants en insertion. Voilà, des chercheurs également. Donc, en fait, on fait croiser tous les regards, et c'est comme ça qu'on construit ensuite nos préconisations. Et deuxième petit aussi point de divergence, c'est qu'on a fait un vrai choix de ne pas focaliser sur le mal-être, les choses qui n'allaient pas. On a vraiment intitulé notre étude, on a vraiment focalisé sur la promotion de la santé mentale des enfants et des jeunes. Donc on a voulu positiver. Alors bien sûr, on a forcément regardé les obstacles, ce qui pouvait empêcher un enfant, un jeune de se construire de manière harmonieuse. Mais en fait, on a aussi voulu regarder tout ce qui favorisait le bien-être. Donc c'est vraiment peut-être un changement un petit peu un changement de focale. Donc on n'a pas... certes, on a interrogé la question du soin, de l'accès aux soins, de l'éco-anxiété, mais en fait, on a voulu vraiment regarder tout ce qui pouvait contribuer à l'épanouissement des jeunes, leur estime de soi, leur confiance en soi. Et donc, plutôt de parler d'éco-anxiété, on a parlé d'éco-bien-être. Merci beaucoup. On continue en fait de brosser et les ingrédients qui favorisent, ou en tous les cas les indicateurs qui sont intéressants à regarder. Alors on va poursuivre cet état des lieux avec vous autour de Anne-Marie, autour de la question peut-être plus précisément du soin, des soins. Puisque vous êtes au BAPU, vous côtoyez et vous accompagnez des jeunes qui viennent parfois peut-être sous une première indication ou par prescription, ou au contraire dans un moment de crise. Quel est votre regard, vous, en tant que professionnel, sur la santé mentale des jeunes, et qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui dans les, on va dire en fait, dans les réalités des jeunes, être prioritaire en termes de connaissance de leurs problématiques autour de leur santé mentale? Merci à vous. Donc avant de répondre à cette question, je vous propose une petite présentation du BAPU, savoir comment on fonctionne et comment vous pouvez faire appel à nous si besoin. Donc l'inscription au BAPU est une démarche personnelle
Les étudiants y rencontrent des médecins et des psychologues lors d'entretiens que l'on propose de manière hebdomadaire. Ils se font sans avance de frais parce qu'un paiement direct de la sécurité sociale est fait. Les difficultés psychologiques des étudiants et leurs troubles psychiatriques sont les premiers problèmes de santé dans ce milieu social. Ils ont une répercussion sur les risques suicidaires et ils sont souvent la cause d'échecs scolaires et de désinsertion sociale. Le mode de vie des étudiants, pour beaucoup, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, sont isolés du milieu familial pendant leurs études, avec des problèmes d'emploi et des modes de sélection de plus en plus sévères. S'ajoute à ça la crise existentielle du passage à l'âge adulte. Ce sont des causes de décompensation, de fragilité sous-jacente. Donc le BAPU, c'est un lieu où l'on vient parler de ces difficultés, et ce sont des troubles variés qui peuvent conduire au BAPU. Donc ça, je voulais un peu déplier pour que vous vous identifiez un peu. Donc l'angoisse, déjà, ça représente quand même 50% de nos demandes. Voilà. Donc, après, il y a la dépression, les troubles de l'humeur, les idées suicidaires, les tentatives de suicide, et on rejoint votre chiffre. Alors, nous, on est en deuxième ligne, mais on a 25% de... voilà. Et après, les problématiques de séparation, l'échec, le décrochage scolaire, les problèmes d'orientation, les troubles du lien social, l'isolement, la précarité, les traumatismes, les psychoses émergentes, les symptomatologies liées au corps et à la sexualité, liées à la pensée, l'obsession, les troubles du sommeil, les troubles du comportement alimentaire, les addictions. Voilà, donc tout ça, ce sont des symptômes sur lesquels l'étudiant appelle le BAPU. Donc, la majorité appelle d'eux-mêmes, soit conseillés par leurs copains, le médecin généraliste, mais pas toujours. Donc ils vont voir aussi sur le site internet du BAPU, ils ont pas mal d'informations. On travaille en étroite collaboration également avec le service santé étudiant de la faculté. Le BAPU reçoit les étudiants du public et du privé. Le SSE reçoit essentiellement les étudiants du public. Donc le BAPU constitue pour certains étudiants le seul point d'accroche pour faire face aux difficultés rencontrées. Alors pour revenir un peu sur votre étude, donc je me suis penchée un peu sur les rapports d'activité depuis 2019. Nous, on observe une stabilité en ce qui concerne la répartition hommes-femmes des étudiants reçus, avec 70% de femmes. Voilà, alors il y a une toute petite diminution cette année qui passe à 67. Voilà, donc on a un tout petit peu plus d'hommes. En ce qui concerne l'âge, j'ai noté une augmentation des 18-20 ans depuis 2019, ils sont passés de 25 à 35%. Après, les 20-25 ans représentent 55% de notre activité et les plus de 26 ans, 10%. Alors, est-ce qu'on fait le constat que la santé mentale des jeunes se dégrade ? Je pense que les jeunes doivent faire face à des choses plus difficiles, avec moins d'appui, des chemins peut-être moins tracés. Ils ont un parcours parfois plus chaotique. Vous faisiez référence à la famille et à l'enfance. Et c'est quand même une période où les fragilités s'ouvrent. Alors, nous, on trouve intéressant, en tout cas dans notre dispositif, de pouvoir proposer des consultations rapides. Ça nous paraît essentiel, parce que nous pouvons agir, même si les symptômes sur lesquels appellent les étudiants paraissent graves. On fait le pari quand même qu'après une rencontre, les choses peuvent bouger, et d'autant mieux que la prise en charge est précoce. Donc, depuis 2019, on a noté 50% de demandes en plus d'appels des étudiants au BAPU.
En post-crise du Covid, nous avons eu des budgets supplémentaires de l'ARS, puis le relais a été pris par la ville de Rennes. Nous avons pu étoffer notre équipe. Et grâce à ces budgets, on a créé un dispositif qui s'est appelé Accès-Psy, puis Accès-Psy prévenir le décrochage, qui était un dispositif expérimental mis en place donc, après la crise du Covid pour faciliter la prise en charge psychologique d'un profil d'étudiants identifiés comme avec des difficultés particulières pour accéder aux soins. Donc plutôt menace de décrochage et des étudiants qui étaient peu au fait des structures d'aide psychologique présentes sur la ville. Et nous sommes actuellement au bout de ces aides qui se sont arrêtées en mai cette année. Donc c'est un réel enjeu pour le BAPU actuellement. Voilà, parce que l'augmentation des demandes est toujours là. Cela reflète un malaise plus profond que le post-Covid. Et l'équipe est revenue à son fonctionnement antérieur, mais avec un nombre de demandes qui ne cesse de croître. Merci beaucoup. On va poursuivre avec Christopher et Julien qui se sont lancés dans un défi, projet, challenge. Je ne sais pas, c'est vous qui allez nous nommer le terme qui vous convient. En tous les cas, dans un projet collectif étudiant qui s'appelle Mentalo. Et donc, ce serait intéressant que vous nous disiez déjà ce que c'est que ce projet, nous le présentiez. Et puis, par rapport à ce qui vient d'être dit sur les constats et l'état des lieux, ce que vous avez perçu au niveau des étudiants d'Ascoria. Merci à vous. Merci Isabelle. Du coup, oui, nous, on est 2 sur un collectif de 6 étudiants éducateurs spécialisés au campus de Rennes, du projet Mentalo à être présent. Donc nous sommes en 3e année, donc le projet il a vu le jour il y a 2 ans. L'idée c'est que nous en fait on a dû dans un premier temps se rassembler autour d'une idée et après c'était surtout pour vous passer un peu le côté théorique mais c'est pour appréhender la méthodologie de projet. Donc après nous la méthodologie de projet commence par un diagnostic. Donc on a commencé à... Le première étape c'est qu'on a voulu nous... travailler en interne. C'est un projet étudiant, donc on se dit on veut que ce soit quelque chose qu'on fasse à l'école. Donc après on s'est posé des questions, il y a un temps qui passe parce que le diagnostic ça se fait pas du jour au lendemain. Et en fait en discutant les uns avec les autres, on connaît des allers-retours, on s'est rendu compte qu'à travers nos pairs, mais à travers aussi nos expériences, on n'était qu'en première année, il y avait déjà des petites turbulences, des étudiants qui arrêtaient la formation, des étudiants qui venaient, puis qui revenaient, qui partaient. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose sous le tapis et qu'il fallait un petit peu gratter. Donc on a d'abord rencontré les assistantes sociales du co-réseau. Donc c'est des assistantes sociales qui interviennent de façon un peu... pas si régulière que ça à Ascoria, puis elles venaient juste d'arriver, mais nous ont quand même fait savoir que pour elles... la première raison qui pouvait impacter une santé mentale des étudiants, en tout cas sur le campus d'Ascoria, et puis même globalement à Ascoria, tout Bretagne, c'est les soucis financiers. Donc du coup, nous, en tant qu'étudiants, on ne peut pas vraiment agir là-dessus. Le financier, on ne va pas sortir l'argent de notre poche et le donner aux étudiants. Donc après, petit à petit, sur le diagnostic, on s'est dit, nous, là où on peut intervenir, c'est les étudiants de notre promotion. Donc promo d'éduc, après il y a les assistants sociales, les éducatrices, éducateurs jeunes enfants, les ETS, éducateurs techniques supérieurs, les ETS. Et du coup, on s'est dit on va intervenir là-dessus, c'est là où on a la main, voire plus haut, plus grand, c'est trop ambitieux. Surtout la santé mentale, c'est un terme un petit peu... fourre-tout, comme on peut le voir un petit peu, on met beaucoup de choses derrière l'histoire de santé mentale. Et du coup, nous, les termes mieux-être nous paraissaient plus adaptés.
Après, je suis parti dans tous les sens. Ça va un peu avec l'essence du projet. Effectivement, on vous l'a mis sur le diapo. Santé mentale, mieux-être, c'est là où tire l'essence de Mentalo, qui est le nom de notre projet du coup. Bon, on vous passe l'explication. Mental eau. On distribue de la mentalo pendant nos actions collectives et on parle de santé mentale, entre guillemets. C'est très recherché. Et l'idée, c'était donc de séparer le truc en deux parties. Donc, ce que nous, on savait faire avec nos compétences, donc c'est-à-dire proposer des temps de regroupement où juste on fait du lien entre nous et on se montre disponible et les étudiants se montrent disponibles aussi entre eux. Et à côté de ça, de faire du lien avec des structures qui existent, avec des professionnels qui sont spécialisés dans la santé mentale, qui sont aussi présents aujourd'hui, dont le BAPU, et d'aller rencontrer à la rencontre de ces professionnels donc, et de faire du lien entre les étudiants d'Ascoria et ces professionnels-là. Donc ça passe par le BAPU, mais ça passe aussi par Pierre Chombreau, qui est un réalisateur belge qui a fait un documentaire que peut-être certains d'entre vous avaient vu passer, qui s'appelle « Tout va s'arranger ou pas ». Il y a une suite qui est parue il n'y a pas très longtemps. Donc ce premier documentaire, on a pu le présenter à Ascoria, ça a été soutenu, ça a été diffusé. L'idée, c'est donc cette idée de l'échange. On a été ensuite invité à Bruxelles pour visionner l'avant-première de ce documentaire. Et l'idée, ça serait de réinviter Pierre Chombreau et une personne accompagnée, ou deux, ou plusieurs, pour faire un petit peu le match retour, quoi, avoir une certaine continuité, et surtout de continuer à faire du lien, parce qu'en fait, c'est un vrai partenariat qui s'est créé, en l'occurrence, à l'international. Donc voilà, donc ça, c'est l'idée d'aller faire du lien avec des professionnels qui maîtrisent ce sujet de santé mentale, là où nous, on maîtrise plutôt quelque chose de concret, où on fait du lien, des actions à notre niveau en fait, d'accessibilité, quelque chose où on n'a pas de prétention, en fait, et où nous, on se sent vraiment capable de l'incarner réellement. Donc c'est ce qu'on a mis du coup, répondre d'un côté aux besoins de mieux-être dans des espaces dédiés par des temps à thème pour apporter des moments de légèreté, et de l'autre côté, lien avec le BAPU, partenariat avec le réalisateur Pierre Chombreau dont je vous ai parlé, et avec les assistantes sociales de Corézo dont a parlé Julien juste après. Peut-être qu'on peut passer à la slide d'après. Voilà, donc c'est des actions qu'on a proposées en l'occurrence à quasi chaque temps de regroupement où nous on est présents, parce qu'on est en formation tous par la voie de l'apprentissage. À destination des étudiants d'Ascoria, donc effectivement d'abord à notre promo, parce que on se croise plus facilement aussi sur les temps où on est là, mais également aux autres promos, parce que pourquoi pas après tout, par des jeux simples, donc très concrètement ça passait par des ballots prisonniers, des palets, des molki, des choses accessibles aux commandes des mortels, mais où nous on portait un petit peu ce truc-là, on venait organiser ça et faire du lien entre tout le monde, quoi. Donc la projection du documentaire, effectivement, avec l'invitation à Bruxelles, l'implication dans les temps forts de la promotion, parce qu'il était proposé aussi par nos pairs, qui pouvaient proposer aussi des choses allant dans le sens-là, et traitant quelque part de santé mentale, parce qu'ils proposaient des actions qui faisaient du lien, finalement. Et le lien avec le BAPU, en l'occurrence d'abord par une rencontre, et ensuite, dans un second temps, c'est pas quelque chose qui existe encore, mais qui va exister, avec éventuellement l'invitation du BAPU sur l'année 2026, pour une présentation auprès des étudiants directement. Et donc ça a donné quoi? Parce qu'on a pu récemment faire, parce qu'on arrive à notre 3e année, on arrive au bout de notre projet quelque part, et on va passer la main surtout, parce que nous on va partir, mais d'autres étudiants, en l'occurrence, qui sont présentes pour le coup dans la salle, vont prendre le relais. Et donc on a pu sonder un petit peu notre promo, donc en partie. Donc sur une promo d'environ 110 personnes, on n'a pas le nombre exact de personnes, on a pu sonder donc 53 personnes, et sur ce panel-là, on a relevé 3 infos qui nous semblaient plutôt importantes. 75% des étudiants interrogés ont participé à au moins une action proposée par notre collectif. Et ce même pourcentage, je pense que ce type de projet doit inclure des personnes concernées, tant dans la réalisation que dans la destination, et 50% pensent que Mentalo a eu un impact sur leur santé mentale quelque part. Donc impact plus ou moins positif, c'est nuancé dans les réponses qui nous sont abordées, mais donc ça nous montre que quelque part c'est pas un projet de très grande ampleur, c'est un projet à notre échelle, que nous on maîtrise quelque part aussi, qui est adapté à notre rythme finalement, parce qu'il faut aussi penser à notre santé mentale à nous finalement, parce qu'il n'y a pas que ça dans notre formation pour le coup. Et qui semble quelque part faire sens, parce que c'est quelque chose de plutôt concret, on pense, en tout cas pour les étudiants. Et c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que c'est quelque chose qui pour nous est concret, et qui pour les étudiants aujourd'hui arrivant en 3e année est concret également, et Mentalo est reconnu pour ça pour le coup. Je te passe la parole. Presque, c'est déjà complet ce que tu as dit, je ne vais pas forcément prendre trop la parole par rapport à ça. En fait, surtout, je trouve ce qui est important et ce qui ressort des différentes présentations sur le diagnostic et ce que nous, du coup, on a pu plus ou moins vivre ici même sur le campus, c'est que, en fait, ce qui est vraiment important, ce qui ressort, c'est le lien.
C'est en fait, en santé mentale, si on est isolé, ce sera difficile d'aller mieux. Au contraire, si je suis entouré, j'ai plein de possibilités, plein de moyens pour aller mieux. Et du coup, nous, on s'est dit, les étudiants, ce qu'ils ont besoin, c'est des moments où on est en formation, mais on ne parle pas que de la formation, on parle d'autres choses, on a des amis. Et en fait, quand on a des amis, c'est plus simple d'aller se lever le matin pour aller à la formation, parce qu'on a envie de voir nos amis et pas juste parce qu'on doit être là. Voilà. Merci beaucoup à vous pour cette présentation bien complète. Bravo pour votre projet. Bravo aussi pour la mesure des impacts, parce que c'est important aussi pour valoriser votre projet. Et bravo à la relève qui est là et qui va prendre le flambeau. Alors oui, vous insistez sur le lien, sur le fait effectivement d'être en relation, jusqu'à des relations d'amitié qui sont effectivement là pour nous relier les uns aux autres. On est des êtres d'interdépendance, alors qu'on nous rabâche quand même beaucoup qu'il faut être autonome. Donc là, il y a peut-être une vraie discussion à avoir. Merci d'insister là-dessus. Alors, on va, dans cette première partie, encore revenir peut-être sur la question, les deux aspects vraiment importants autour du genre. Finalement, quelle analyse on a de pourquoi les filles seraient-elles plus touchées que les garçons ? Et puis, peut-être sur la question géographique, si vous avez des précisions d'analyse, merci beaucoup de nous les transmettre. Merci. Nous, on a vraiment travaillé à travers une enquête, donc ça nous permet d'avoir des chiffres qui peuvent nous permettre de faire des liens, mais on n'a pas forcément fait des tris croisés. Voilà, on a fait de l'analyse à plat pour ceux qui font du sondage. Et donc, on ne va pas forcément voir les grands liens à plus de 2 données. Par contre, ce qu'on a pu remarquer, c'est clairement les femmes ont en effet une santé mentale plus dégradée. Là où c'est particulièrement intéressant, c'est que c'est notamment le cas, de manière très forte, avant 22 ans. Sur les 15-22 ans, on a un écart énorme sur la santé mentale dégradée entre jeunes garçons et jeunes femmes. Après 22 ans, sur les résultats de dépression, ça tend petit à petit jusqu'à 29 ans à aller vers l'égalité. Donc on voit que déjà, c'est extrêmement intéressant quand on prend les chiffres en large et qu'on fait une moyenne, les femmes ont une santé mentale clairement plus dégradée, mais quand on regarde la temporalité des moments, l'écart le plus fort qui pousse la moyenne très fortement des jeunes femmes vers le haut et qui diminue la moyenne des jeunes hommes va être avant 22 ans. C'est vraiment un moment où pour les jeunes femmes, il faut faire particulièrement attention à sa santé mentale. C'est le lycée, c'est des moments de transition, comme vous mentionnez, et c'est différent pour les jeunes hommes, ou plutôt après 22 ans, même vers 25 ans, on voit que c'est ce moment-là qui est un peu plus charnière, qui va correspondre davantage à la fin des études, au premier travail. Et donc voilà, ça va être des moments comme ça. Quand on regarde après les déterminants, et ça va aller répondre à vos 2 questions sur la géographie et sur les inégalités de genre, on remarque qu'il y a quand même des faisceaux d'indices, des déterminants plus forts pour lesquels des personnes vont avoir une santé mentale dégradée, que sont la vie sociale, le lien, on retourne sur cet impact. La vie sociale active, on voit que les personnes qui ont une vie sociale moins active tendent à avoir une santé mentale plus dégradée, et on remarque que les femmes indiquent avoir une vie sociale moins active que les hommes. Elles indiquent également avoir moins d'activité physique que les hommes, lorsqu'ils sont près de 80% des hommes à dire faire une activité physique. Les femmes, c'est autour de 61%, je crois. Et donc on voit qu'il y a vraiment un impact là aussi, parce qu'on sait que l'activité physique, alors il y a des activités physiques qui se font seules, mais souvent on va être dans un club, dans un collectif, en tout cas on va voir des gens lors de ces activités, et donc forcément ça va avoir un impact sur la vie sociale. Pour les inégalités territoriales par la suite, on va retrouver évidemment
le renoncement, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir des problèmes de mobilité. Ça a été une autre étude d'un autre institut, mais Teram, que je vous conseille, qui a fait sur la santé mentale et la mobilité, où là on voit que les transports, que le renoncement aux soins, aux activités culturelles, aux activités physiques, aux activités de loisirs, par des problèmes de mobilité, par un problème d'offre aussi, une insatisfaction vis-à-vis de l'offre existante, vont avoir là aussi des impacts sur la santé mentale. C'est particulièrement visible, notamment dans les territoires ultramarins, où on voit ces problématiques de mobilité, cette insatisfaction par rapport au territoire. Et puis, vu qu'on est en Bretagne, je me suis permis d'aller regarder précisément les chiffres qu'on avait sur la Bretagne. Et je dois dire que les Bretons sont, dans nos résultats de notre enquête, plutôt dans ceux qui sont le plus satisfaits de leur territoire. On va avoir une énorme satisfaction sur les espaces verts notamment. Et c'est le territoire hexagonal qui a le plus grande satisfaction sur la capacité de rencontre sociale. On en revenait sur cet aspect lien social. On a 55% des répondants qui ont indiqué une satisfaction sur ces rencontres. Alors 55%, donc il y en a quand même 45 insatisfaits, mais par rapport aux autres territoires et aux autres régions, c'est quand même majeur. Par contre, si on regarde juste le prisme vraiment de la Bretagne, il y a une question qui a eu une réponse très particulière dans le territoire breton, qui était l'inquiétude pour l'avenir. La Bretagne est l'endroit en la région de France où les jeunes sont le plus inquiets pour leur avenir. Et on n'a pas du tout ces résultats par la suite sur les symptômes de dépression, sur l'état de la santé mentale de manière large. C'est vraiment très particulier à l'inquiétude pour l'avenir. On a 75% des répondants qui indiquent être inquiets pour leur avenir, quand la moyenne est à 68%. Pour comparaison, en Île-de-France, c'est 69%, donc il y a quand même 6 points de plus d'inquiétude pour l'avenir ici en Bretagne. Et on en a même moins en Guyane et à Mayotte, c'est 68%. Donc il y a vraiment une inquiétude forte pour l'avenir des jeunes ici. Et c'est le seul cas où la Bretagne est particulièrement élevée. Pour tout le reste, on a vraiment moins de jeunes qui sont inquiets sur le climat géopolitique, moins de jeunes inquiets sur l'écologie. On a plus de jeunes qui font des activités physiques. On a plus de jeunes avec une santé, une vie sociale active. Donc voilà, pour vous faire le bilan, je voulais quand même avoir des chiffres sur la Bretagne. Et j'en ai peut-être d'autres, mais je ne les connais pas par cœur. Donc après, ce sera pour les questions. Très bien, merci. Fabienne, peut-être même question, les éléments d'analyse là par rapport à la santé mentale des jeunes femmes, et puis sur la question des territoires, même si votre enquête, elle est vraiment sur la Bretagne, voilà, mais il y a plusieurs territoires en Bretagne aussi. Donc merci pour ces précisions. Ce sera une réponse plus brève sur cette question-là. Dans l'étude du Césaire, on n'a pas regardé très précisément pour quelles raisons les jeunes femmes étaient plus concernées par le mal-être que les jeunes garçons. Par contre, on l'a pointé effectivement, donc ça ressort bien dans l'étude. Et on a des préconisations pour dire qu'il faut travailler sur l'égalité filles-garçons et femmes-hommes. Voilà, en disant que si on travaille cette question-là, on permettra aux enfants et aux jeunes de bien s'épanouir. Là, je reprends ma casquette Mutualité française Bretagne. Nous, on est bien, à la Mutualité, bien conscient qu'il y a des inégalités d'accès à la santé, aux soins qui sont liés au sexe. Et nous, on travaille beaucoup sur la question de la prévention des maladies cardiovasculaires chez les femmes, parce que bizarrement, c'est moins bien les maladies cardiovasculaires sont moins bien détectées chez les femmes que chez les hommes, alors que c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Et inversement, on s'est rendu compte que, alors voilà, on détecte mieux un risque cardiovasculaire chez un homme que chez une femme, et à l'inverse, on prend mieux en charge une fragilité psychologique chez une femme que chez un homme. Donc il y a quelque chose qui me fait dire que c'est peut-être pas lié à des caractéristiques individuelles, mais plutôt à un déterminisme social, en fait, qui laisserait penser que la femme est quelqu'un de plus fragile, et que donc on va davantage s'attacher à regarder ça. Donc une femme qui se sent fatiguée, on ne va pas forcément penser à une maladie cardiovasculaire, on va plutôt se dire voilà, qu'elle n'a pas le moral, ou on va plus avoir cette logique-là.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, pour finir, je me dis que peut-être il faudrait aussi travailler pour permettre l'expression des jeunes garçons, des jeunes hommes, pour qu'ils puissent s'autoriser à dire qu'ils ne vont pas bien quand tel est le cas. Parce que je me dis que peut-être il y a quelque chose comme ça, quoi, qu'on s'autoriserait davantage à dire qu'on ne va pas bien quand on est une femme que quand on est un homme, parce qu'on est encore éduqué dans cette idée qu'un garçon, ça pleure pas, qu'un garçon, ça doit être fort, et que c'est peut-être plus la femme qui est fragile. Donc ça serait plus une explication sociale, sociétale, qu'une explication... mais bon, peut-être que la psychiatre à côté de moi aura une autre vision des choses. Mais... Allez-y. Votre point de vue de médecin? Bien, merci beaucoup. Alors, je pense que pour cette première partie, en tous les cas, d'état des lieux, on a des indicateurs, on a quelques éléments d'analyse. Ça nous permet déjà de brosser une certaine carte, un certain tableau, un certain dessin, selon comment est votre forme de représentation. Et du coup, je vous propose tout simplement, avant de passer à l'autre partie, qui est finalement quelle solution, quelle modalité d'accompagnement, quel dispositif, peut-être à faire connaître, à mieux faire connaître. Je vous propose quelques réactions, questions, partage d'expériences ou avis ou contre-avis par rapport à ce qui vient d'être entendu. À vous le micro. Merci beaucoup, Claire. Bonjour, je m'adresse aux deux représentants de l'association Mentalo. Je voulais savoir si vous aviez pu constater des éléments particuliers sur le sujet de la santé mentale des jeunes femmes par rapport à ce qui vient d'être évoqué. Et puis le sujet de la mobilité aussi que vous avez évoqué. Est-ce que c'est une réalité que vous avez constatée, vous, et qui peut être un frein pour accéder aux déterminants de la santé mentale ? Du coup, nous, en fait, déjà, au niveau de la promotion, il doit y avoir 80% de femmes dans la promo, donc on est 10 hommes sur toute la promo. Après, ce qu'on a, on n'a pas vraiment observé plus ou moins... pour le coup, au niveau des étudiants, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait une grosse différence au niveau du genre. Étant donné que c'est essentiellement des femmes... Oui, voilà, on ne peut pas faire... les chiffres sont un peu faussés. Après, comment ? Oui, voilà, exactement. Et ok, merci Gwen. Et après, au niveau du territoire, globalement, beaucoup sont sur l'île-et-Vilaine. Il y en a quelques-uns qui se déplacent. Après, est-ce que ça joue On n'a pas poussé. En fait, sur le diagnostic, on a décidé de pas multiplier les questions auprès des étudiants. En fait, on est déjà sur notre boîte mail étudiant. On a beaucoup de mails déjà. Donc on s'est dit on ne va pas rajouter, dans l'idée, on ne veut pas rajouter trop de charge mentale aux étudiants. Du coup, dans la logique, on ne va pas... voilà, on a essayé d'être cohérent. Voilà. Merci. Oui, je trouve intéressant que vous ayez mis l'accent sur les facteurs environnementaux. C'est vrai qu'il y ait cette question... Alors, le genre est-il un facteur environnemental ? Sans doute. C'est vrai que pour les étudiants, il semblerait que plus de jeunes femmes demandent de l'aide. Pour autant, est-ce qu'il y a plus de jeunes femmes en souffrance ? Par exemple, quand ils sont adolescents, plus jeunes dans les CMPP, il y a plus de garçons que de filles. Le pourcentage est presque inversé. Donc, Anne-Sophie Maille parlait des 70% BAPU. Je crois que c'est l'inverse en CMPP, c'est 70% de garçons. Donc, c'est peut-être plus, effectivement, la demande. Alors, effectivement, j'ai oublié votre nom, de la mutualité française. Vous parliez de la capacité de poser une demande. Il y a quelque chose, effectivement, qui est peut-être plutôt de cet ordre-là, parce que le taux de suicide reste plus important chez les hommes, en général, dans la population française. Je viens de regarder, c'est même plus important. Et sans doute qu'il y a à différencier santé mentale et taux de suicide, parce que il y a quelque chose qui fait qu'on peut franchir le pas de demander de l'aide,
Ça, c'est important dans les institutions qui accueillent de repérer à quel moment une aide a été possible. Mais c'est aussi, il y a un moment où on peut franchir le pas, de mettre fin à ces jours. Et ça peut être aussi intéressant de repérer sur des sujets qui auraient été dans un mal-être important depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait que ce pas est franchi? Enfin, vous disiez que parfois... ça arrive chez des étudiants qu'on accueille quand on est enseignant et on n'a pas vu les choses venir. Et quand on est sollicité, enfin, je travaille au BAPU avec ma collègue Anne-Sophie Maille, c'est toujours sur un moment de surprise. Il y a quelque chose qui n'est pas prédictible. Et d'où l'intérêt, effectivement, d'avoir ces initiatives qui soient multiples, parce qu'au fond, il n'y a pas une seule voie pour demander de l'aide. Et multiplier ce type de... Voilà. Oui, non, mais tout à l'heure, j'ai pas rebondi sur les chiffres, parce que votre étude, c'est sur une population générale. Nous, une fois qu'ils ont franchi la porte du BAPU, on n'est plus en population générale. On a 100% des patients qui sont suivis. Voilà, donc c'était juste... voilà. Ne pas décliner ce qui ne peut pas être interprété de la même manière, ça me paraissait important de préciser ça. Oui, bonjour. C'était aussi pour Madame du BAPU. Tout à l'heure, vous... Je ne sais pas si on dit Mélès, j'ai pas osé. Maille, ça vient du sud-ouest. D'accord, pardon, Maille. Madame Maille. Oui, vous racontiez l'évolution de demandes d'appel, des besoins de soutien qui étaient croissants depuis 2019, et vous avez dit un malaise plus profond que le post-Covid, ce que j'aurais tendance à partager, mais avez-vous une intuition, une explication sur ce phénomène? Oui, je pensais tout à l'heure, en écoutant les collègues, à l'éco-anxiété, par exemple. Voilà, y a des nouveaux symptômes quand même. Je ne sais pas, Cécile, si tu veux répondre avec moi. Oui, on a du mal à faire la part entre est-ce qu'il y a plus de souffrance après le Covid ou est-ce qu'elle s'exprime plus? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, au fond, un effet de déstigmatisation? Il y a une offre aussi qui est plus importante, d'où peut-être lorsque vous avez fait lever la main entre l'offre est-elle dégradée ou pas? En même temps, il y a plus, avec de l'offre, on fait de la demande, donc il y a sans doute... S'ils osent plus appeler, c'est plutôt bon signe. Voilà. Bonjour et merci. Juste avant l'exposition, je crois qu'il y a un petit mot de complément par rapport au sujet d'avant, mais gardez le micro. Ouais, c'était sur l'évolution des causes de mal-être. Dire que, enfin, il y a donc toutes les caractéristiques individuelles qui peuvent influencer sur la santé mentale des enfants et des jeunes. Ensuite, généralement, il y a tout ce qui va être les conditions de vie, qualité des relations dans la famille, avec les proches. Généralement, après, on va pointer tout ce qui est de l'ordre des systèmes, le système éducatif, les conditions de travail. Tout ça va avoir aussi un impact sur la santé mentale. Et puis, il y a un dernier cercle concentrique, généralement, c'est représenté avec des cercles. Et le dernier, c'est le contexte global. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est ce dernier cercle-là qui impacte le plus la santé mentale des enfants et des jeunes. Et on retrouve là-dedans tout ce qui est le contexte géopolitique, le contexte environnemental, le contexte social, politique, enfin... Et en fait, il y a des choses pour dire qu'aujourd'hui, c'est ça qui joue le plus sur la santé mentale, d'où l'expression de l'éco-anxiété. Voilà. Donc ça vient se rajouter aux autres déterminismes. Bonjour. Vous disiez que du coup, les personnes, enfin les différences entre les personnes qui ont des problématiques de santé mentale avant 22 ans étaient beaucoup plus féminines, c'est bien cela. Je vous avoue que j'ai pas du tout été étonnée, puisque moi ce que j'imagine, c'est que il y a
entre l'âge de la puberté et les 22 ans, c'est quand même un âge où, en tant que femme, on se rend compte de manière assez violente des injonctions de la société, et notamment des injections qui sont faites sur notre corps, de par le patriarcat. Donc, personnellement, je ne suis pas particulièrement étonnée de cela. Et je voulais savoir, du coup, si c'était des pistes qui avaient été un peu explorées par certaines personnes, sociologues ou autres. Voilà. Oui, alors nous, c'est vraiment, on a pu voir sur les 15-22 ans. Donc je peux parler que des 15-22, je ne sais pas avant, des 0 à 15 ans, on va dire, si l'état santé mental des jeunes femmes est plus dégradé que les jeunes hommes. Mais sur les 15-22 ans, en effet, et on voit les 15-18, c'est assez majeur, par exemple, comme écart. Nous, alors malheureusement, nous, c'est vraiment une photographie avec les chiffres. On n'a pas forcément pu aller sur l'explication. On peut en voir plusieurs, évidemment. On sait aussi qu'il y a tout l'enjeu du cyberharcèlement, du harcèlement scolaire, tout l'enjeu, évidemment, des liens entre hommes et femmes et de ces moments de transition. Mais on n'a pas été, nous, regarder dessus. Ça mériterait une autre étude que nous pourrions évidemment faire à l'avenir, mais voilà, qui est en tout cas une réflexion plus large. Et donc non, on n'a pas forcément eu ces éléments qui expliquent, en tout cas nous on les a pas dans l'étude, mais je suis sûre qu'ils existent ailleurs. Pardon de ne pas avoir plus d'éléments. Mais par contre, j'ai des chiffres sur le climat. On a en moyenne, nous, 77% des répondants qui se disent inquiets pour le climat et 83% pour la situation géopolitique actuelle. Donc c'est vraiment très très fort en effet. Sans qu'on ait pu faire une hiérarchisation sur quel déterminant est plus fort, mais c'est en tout cas des résultats très forts. Bonjour. Alors moi, c'est un peu différent. Je suis intervenante sociale en foyer jeunes travailleurs, donc avec des jeunes de 18 à 30 ans. Et effectivement, nous, on a aussi des problématiques de santé mentale suite à des parcours migratoires très compliqués, très traumatisants aussi. Et moi, c'est plus une réflexion de dire que quand on est professionnel dans le social, je trouve qu'on est hyper démunis en fait face à ces jeunes. On peut avoir, moi ça m'est arrivé la semaine dernière d'avoir une jeune qui fait une crise dans mon bureau. Et voilà, ma réflexion, c'est qu'est-ce qu'on a comme solution à part, on a appelé le 15, mais au final, 3 heures après, elle était rentrée à la résidence avec des envies suicidaires et elle le dit en fait. Et voilà, pour nous, ça peut être très difficile parce qu'on a des suicides dans nos résidences, on a des collègues qui sont en arrêt depuis 3 ans à cause de ça. Et quelle solution on a pour parer à ça, quoi, en fait. Merci pour votre question qui est éminemment importante, qui nous permet finalement de basculer sur la deuxième partie, à moins qu'il y ait encore une réflexion, question, transmission de partage. Océane, il y en a une un peu plus haut. Il y en a 2 même. Merci. On prend les 2 dernières et on passe, on ne dit pas votre... Qui est la personne qui veut prendre la parole ? Qui est la personne qui veut prendre la parole ? Merci. Est-ce que vous pouvez lui faire baisser ? Merci beaucoup. Merci aussi pour vos interventions. Moi, j'avais 2 observations concernant le taux, en fait, concernant la santé mentale des femmes en particulier. Des statistiques nationales françaises, France Statistique, France Publique, donnent en effet ces éléments de la pression sociale sur les femmes. Et puis cette orientation, alors on va dire c'est une majorité, mais effectivement il y a des exceptions, orientation des femmes à une forte empathie, à l'écoute de l'autre, etc., qui peut du coup engendrer une charge mentale supérieure. Ça, voilà, ce sont des éléments qui nous ont été apportés. Je suis formatrice en santé mentale jeune, et donc c'est des éléments qu'on partage aussi dans le cadre de nos formations. Et puis j'avais des questions concernant le dispositif Mentalo. Est-ce que vous avez pu, lors de votre enquête, après vos interventions,
est-ce que vous avez pu interroger les jeunes sur leurs besoins en réalité, au-delà effectivement du lien social qui est évidemment très très important, essentiel même. Est-ce qu'ils ont pu faire part de leurs besoins vraiment au-delà du lien en fait? Merci pour cette question. Au-delà de cette dernière période de sondage, effectivement, qui est très récente, sur laquelle on a pu un petit peu en parler, sur les instances qu'on a proposées, ça a pu faire partie des retours qui nous ont été faits, humblement, hein, mais de nous dire quelque part merci quand même de pouvoir proposer ces instances-là, parce que ça parle d'un besoin, en l'occurrence, qui est celui de la rencontre. Donc, au-delà de... J'entends que vous dites au-delà du souci du lien, mais je pense que quelque part, ça répond quand même grandement à ce besoin-là de faire du lien entre les étudiants. Vous l'avez vu, on est des promos de plus en plus, hein, vous n'êtes pas sans le savoir, d'éduc qui sont énormes. On arrive en première année, on est 130 en formation d'éduc. On est mis en sous-groupe, hein, bien évidemment, donc ce qui permet de faire un petit peu du lien. Mais on reste une promo de 130 où on se retrouve avec énormément de troncs communs, de plus en plus, hein, avec notamment la dernière réforme des diplômes. Et donc, finalement, on est ce grand nombre-là, mais on se retrouve encore une fois souvent seul. Il est difficile de faire du lien. Et ces instances-là, très concrètes de jeu, permettent de se rencontrer et de se découvrir, de connaître la personne qui est assise finalement chaque jour à côté de nous dans l'amphi comme vous l'êtes là. Donc oui, ça répond finalement à ce besoin-là et ça nous l'a été dit pour le coup de nous dire merci parce qu'on peut vraiment se rencontrer et apprendre à se connaître, quoi. Si ça répond en tout cas en partie à votre question. Après, c'est surtout pour compléter, mais en fait, c'est ça, c'est voir simple, c'est pas grave pour le coup. Oui, non, mais c'est ça, mais c'est que nous, en fait, on s'est mis pas mal de pression sur l'idée de répondre et tout ça, et en fait, simplement proposer, il fait beau, on se retrouve tous sur l'herbe, mettre un mot à destination de tout le monde et bien rappeler que tout le monde peut venir. En fait, ça fait une zone de rencontre et on nous a dit c'est déjà ça, et puis après ça, il y a des idées qui émergent et je sais pas si on peut rentrer là-dedans déjà, mais comme on a dit, on a pu bénéficier d'une première diffusion d'un documentaire qui s'appelle Tout va s'arranger ou pas, qui est un documentaire qui fait un petit peu un état des lieux d'un mal-être des jeunes, et on a pu voir la suite, du coup, qui est un documentaire qui a quelques mois, et en fait la suite, sans spoiler ce qui est mis dedans, il y a vraiment l'idée de maintenant on fait quoi? Il y a un constat, et du coup les jeunes qui ont participé au premier documentaire, en fait, c'est eux qui ont commandé la suite. Le réalisateur, il ne voulait pas le faire. Il trouvait qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Pour lui, il avait déjà fait un peu le tour de la question. Et en fait, les jeunes, ils se sont dit, non, nous, on a participé au premier, on s'est rendu compte de certaines choses, on s'est regroupés. Il y a un collectif, Tout va s'arranger, qui s'est créé. Et en fait, ce sont les jeunes qui se sont emparés complètement de ça. Ils ont créé une page sur Instagram. Ils ont demandé du coup au réalisateur de refaire une suite. Et il a accepté. Et en fait, on espère pouvoir vous le projeter cette année, et sinon, ça sera peut-être l'année prochaine. Mais l'idée, c'est qu'il y a des vraies solutions. Et à travers les réseaux sociaux qui ont plein de torts, qui ont un outil qui peut être plus ou moins bien utilisé, il y a quand même du coup le côté positif de c'est des jeunes à Bruxelles qui ont lancé le collectif. Il y a des jeunes à Lyon, en Bretagne, n'importe où en France, qu'on puisse retrouver grâce aux réseaux sociaux, et puis aller à Bruxelles, avoir un groupe d'appartenance. Et c'est des petites solutions comme ça en fait, qui nous apparaissent, nous, au fil du projet. Ouais, juste pour compléter, du coup, en regard d'Ascoria dans sa globalité, là on a un focus, grâce à Christopher et Julien, sur Mentalo, mais il y a plein d'autres projets étudiants. Et notamment, vous avez parlé, Julien, de la question de la précarité étudiante. Il y a des étudiants qui se sont véritablement focalisés sur cette question pour essayer de trouver des solutions. On a des collectifs étudiants qui ont tenté de créer une épicerie solidaire, des colis pour les étudiants. Donc, ce qui me paraît super à souligner dans ce que vous venez de dire, Julien, c'est les jeunes avec les jeunes et pour les jeunes. Il y a vraiment une disposition qui fait que quand on subir, c'est souffrir. Et dans ce que vous dites, il y a vraiment l'idée de reprendre les rênes,
reprendre un pouvoir d'agir, on le dit et redit peut-être à des sauces un peu galvaudées aujourd'hui, mais il y a vraiment cette disposition de pouvoir agir sur. Et ça, dans ce que vous nous avez apporté là, c'est fondamental. On a déjà commencé finalement de l'autre partie, mais il y a une dernière question peut-être pour la première partie, madame. C'est pas une question, mais c'était une alerte. En fait, nous sommes un dispositif où on accompagne effectivement des jeunes de 15 à 29 ans sur une prise en charge globale, aussi bien sur leur santé que la réinsertion, soit vers une formation, soit dans le travail. Et je voulais alerter parce qu'on parle de l'âge charnière de 18 ans. Nous, on accompagne 40% de nos jeunes sont mineurs. Donc on voit bien que les 15 ans à 18 ans aujourd'hui émergent, et notamment en Bretagne, puisque le taux de suicide des femmes en Bretagne, des moins de 14 ans, est le plus élevé en France. Donc il faut vraiment aussi commencer dès le collège, voire lycée, pour cette prise en charge. Et je voulais aussi savoir avec l'Institut Montaigne si vous aviez des études sur le refus scolaire anxieux, qui est vraiment une difficulté actuellement qu'on voit se révéler de manière importante. Non, on n'a pas d'études sur ce sujet-là. C'était entre parenthèses notre enquête là sur les plus jeunes. Je crois qu'on n'a jamais été sur les moins de 18 avant maintenant. Donc on a beaucoup par contre d'enquêtes sur les jeunes et le travail, qui est un autre enjeu majeur quand même, où on voit des vrais soucis. Et d'ailleurs, ces deux chiffres que j'ai pas donnés, mais je pense que au vu du lieu dans lequel on est, c'est quand même très important. On voit qu'il y a vraiment un stress extrêmement fort chez les jeunes étudiants. On a presque 9 jeunes sur 10 qui se disent stressés par ces études, et 75% des jeunes par leur travail. Donc on a aussi cette notion, pardon, je profite la balle au bon, mais vu que j'avais pas mentionné, je trouve que c'est des chiffres très importants à avoir en tête, et se dire que c'est des espaces là aussi dont il faut de tenir compte. Et si je peux me permettre, pour répondre à l'autre question, parce que nous on avait juste, je sais pas si ça répond vraiment aussi à votre question, mais sur les besoins, on avait demandé à la fin du questionnaire aux jeunes, on s'était dit justement, demandons-leur qu'est-ce qui sont pour eux des priorités qu'on devrait avoir dans le cadre de la santé mentale. Et alors on n'avait pas pu faire des questions complètement ouvertes, donc on avait fait des pôles et ils devaient choisir. Et là-dedans, ils mettaient en première priorité sur eux, c'est vraiment l'accessibilité des soins, donc rendre les soins accessibles. Le deuxième, c'était de proposer des espaces de bien-être. La notion de bien-être était en effet très fort, et j'aime beaucoup ce que vous disiez sur le mieux-être, c'est très similaire. Et dans les priorités très précises, on avait l'accès en améliorant le coût, diminuant le coût, c'était pour 20% des répondants. Et deuxièmement, on avait la lutte contre le harcèlement, qui était aussi une des fortes demandes. Voilà. Et de mieux sensibiliser était là une demande très en chapeau de tous. Voilà, je m'arrête. Merci. Je pense que vous l'avez compris, la transition vers la deuxième partie est déjà lancée. Donc pour continuer dans ce sens-là, nous donner peut-être un peu d'espoir, nous donner en tous les cas des pistes de réflexion et d'action. On va poursuivre avec peut-être Anne-Sophie dans un premier temps sur finalement qu'est-ce qu'en tant que médecin vous préconiseriez pour améliorer la santé mentale des jeunes aujourd'hui, s'il y avait quelques actions, dispositions à mener. Merci. Moi, j'ai pensé qu'une réponse à plusieurs était intéressante. Parce qu'en effet, tout ce qui favorise le lien social, tout ce qui lutte contre la précarité, qui travaille à améliorer les conditions de vie des étudiants est essentiel. Moi, j'ai trouvé le travail de Montalo assez remarquable. Donc, ils ont sollicité le BAPU pour une présentation de notre travail, comme ils vous l'ont dit tout à l'heure. Ils font connaître les dispositifs qui existent concernant la santé mentale des jeunes, et ils soutiennent que leur place n'est pas forcément dans le soin auprès des étudiants. Et ça, je trouve ça essentiel dans notre analyse du projet. Enfin, je vous en ai dit déjà quelques mots tout à l'heure, mais il faut penser à pas trop charger les étudiants de la santé mentale de leurs pairs. Voilà. Donc voilà, quand même une réponse à plusieurs.
Une réponse à plusieurs. Effectivement, il faut toute une cité, toute une communauté pour que les gens de la communauté et de la cité aillent bien. Donc forcément, plus on sera nombreux, complémentaires et présents, du citoyen au professionnel, mieux ça se passera dans nos quartiers et sur nos territoires. Alors peut-être pour vous, Fabienne, en quoi finalement la mutualité française, par ses actions, vient elle-même répondre à certains besoins précis, justement autour de cette question de la prise en charge, la prise en compte de la santé mentale des jeunes. Peut-être juste avant de répondre à ça, je vais reprendre ma casquette Césaire parce que dans l'étude, à un moment, on a symbolisé une chaîne de santé mentale. Et je trouve que c'est bien pour après voir où chacun peut se situer, parce qu'en fait, on a aussi dit que c'était l'affaire de toutes et tous, ce que la mutualité partage également dans sa position. Et donc, sur cette chaîne de santé mentale, on a au démarrage de la chaîne la promotion de la santé mentale. Donc, effectivement, ça va être les actions autour du logement, du cadre de vie. C'est vrai que si vous avez un logement pourrave, c'est compliqué de se sentir bien. Donc, il y a des actions qui peuvent se faire à ce niveau-là. Après, sur la chaîne de soins, vous avez tout ce qui va être de l'ordre de la prévention. Donc là, c'est plus là que la mutualité française Bretagne se situe. Après, il va y avoir tout ce qui est de l'ordre de la prise en charge, du soin. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier tout ce qui est rétablissement, parce qu'aujourd'hui, si on est bien accompagné, on peut vivre avec une maladie mentale et bien vivre avec. Donc en fait, c'est bien de pouvoir se situer sur cette chaîne de santé. Et effectivement, si on considère que l'offre de soins est suffisante, mais que finalement les gens ne repèrent pas les jeunes en souffrance, ça ne va pas bien fonctionner. Donc en fait, il faut que tous les maillons soient présents sur cette chaîne de santé mentale pour que ça fonctionne bien. D'où l'importance de travailler en réseau. Donc ça, c'est une des actions de la mutualité française Bretagne. C'est sur un territoire donné, mobiliser tous les acteurs, quels qu'ils soient, pour qu'ils apprennent à se connaître et à travailler ensemble, et justement éviter qu'un acteur, un éduc, un acteur de terrain se retrouve seul et ne sache pas vers qui orienter ou n'ose pas prendre son téléphone parce qu'il ne connaît pas le professionnel de santé. Donc nous, on fait le pari que si les acteurs se connaissent bien, ils pourront mieux travailler ensemble. Donc on anime des collectifs qu'on appelle Misako. Donc évidemment, il n'y en a pas partout sur tous les territoires. On a même diminué le nombre de collectifs faute de moyens financiers, si ça prend un petit peu de temps et donc un petit peu de moyens financiers. Mais ça, on y croit beaucoup. Il faut que les acteurs de terrain, les professionnels de santé apprennent à travailler ensemble. Et donc, ça passe déjà par une connaissance mutuelle. Donc ça, c'est une des réponses en termes de prévention. Sur la partie déstigmatisation de la santé mentale, la mutualité est très engagée également. Donc, s'il y a des ateliers Ma Santé, on en parle. Donc, avec une partie en plénière et après un travail en atelier. On travaille aussi beaucoup sur tout ce qui va être lutter contre les idées fausses, à partir d'outils, tout ce qui va être podcast. On a plein de choses aussi. Toujours dans cette idée d'informer, sensibiliser. Parce qu'en fait, je pense que tout à l'heure, je voyais qu'il y avait beaucoup de cartons rouges comme quoi... l'offre était pas satisfaisante. Alors sans doute qu'elle est pas suffisante. Ça, c'est sûr que dans l'étude du Césaire, on a pointé un manque criant de pédopsychiatres, entre autres, ou que c'est bien, on forme les professionnels à bien repérer la souffrance psychique des enfants et des jeunes, puis finalement après ça coince parce que y a des délais d'attente importants, ça, donc il faut également travailler ça. Mais je sais plus pourquoi je disais ça. Pourquoi je parlais de ça. J'ai perdu le fil. On était sur les actions de sensibilisation, c'est ça. Et, ouais. Bon, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Je ne sais pas, j'ai perdu complètement le fil. Bon, en tout cas, on a des actions de sensibilisation. Et puis des ateliers, voilà, Ma Santé, on en parle.
Après, il y a tout ce qui est choses. On fait aussi, pour répondre à une des questions tout à l'heure, là, on fait aussi des ateliers qui s'intitulent Ta pensée A sur la charge mentale des femmes pour faire prendre conscience de là où on en est, de tout ce qu'on supporte et comment on peut aussi prévenir et éviter de craquer face à cette charge mentale. Donc, là aussi, c'est des actions qui concourent à un mieux-être. Et pour finir, on est également formateur aux gestes de premier secours en santé mentale. Ça, je ne sais pas si vous connaissez cette formation-là, mais je trouve ça plutôt chouette parce que c'est aussi dans l'idée que, en tant que citoyen, on a tous un rôle à jouer pour être attentif aux autres. Donc, je trouve ça assez chouette qu'on ait pu largement ouvrir les formations et les proposer largement sur le territoire. Voilà. Ça me reviendra peut-être ce que je voulais dire. Premier secours en santé mentale, effectivement, accessible à tous. Santé mentale France propose 14 heures de formation. Et juste pour information, dans les programmes de formation en travail social, l'idée que nous sommes en train de travailler avec Santé mentale France et le plan territorial santé mentale 35 serait de pouvoir intégrer justement cette formation suivie d'une formation d'une journée pour être vraiment sur l'analyse de pratiques professionnelles dans les programmes de formation initiale. Voilà, on est d'arrache-pied sur ce projet-là. On y croit. Merci beaucoup. Alors, on a souligné, vous avez souligné à plusieurs reprises la question entre finalement la santé mentale et l'engagement. L'engagement à plusieurs, l'engagement dans des projets, l'engagement avec les jeunes eux-mêmes. Qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter, peut-être Julien et Christopher, sur ce sujet-là particulièrement, entre vous qui allez passer du côté professionnel bientôt, très bientôt. Est-ce que votre engagement professionnel est au service de cette santé mentale, la vôtre en tant que professionnel? Comment on prend soin de cette santé mentale en tant que professionnel aussi, pour être au service de la santé mentale de ceux que nous accompagnons? Aujourd'hui, on est acteurs, Julien, moi-même et donc nos camarades, au travers de Mentalo. Demain, j'espère, on sera professionnel. Je croise les doigts, hein. Mais on espère être professionnel en tout cas. Pour autant, en ce qui me concerne et en ce qui concerne Julien aussi, on va rester jeune. Donc on restera des personnes concernées. Aujourd'hui, nous, on œuvre au travers de Mentalo. Demain, ça pourra être autre chose. Nous, c'est ce qu'on défend, en l'occurrence, avec Mentalo aujourd'hui, et qu'on défendra sûrement demain au travers d'autres choses. C'est qu'en tant que personne concernée ou pas, on peut œuvrer à notre échelle. Nous, c'est ce qu'on fait ici à Scoria. Demain, où que ce soit qu'on travaillera, je vais parler pour moi, en tout cas, ça reste une cause qui me tient à cœur et que je trouve extrêmement importante à aujourd'hui. D'autant qu'à côté, en l'occurrence, je travaille en protection de l'enfance, donc ça restera une cause qui me tiendra à cœur et en tout cas que j'essaierai à mon échelle de travailler, encore une fois, via la méthodologie de projet, via l'idée de proposer des choses à hauteur de mes compétences dans cet intérêt-là. Moi, pour ma part, je trouve quand même on a de la chance en 2025 de pouvoir autant se poser les questions. Il y a quand même un certain nombre d'années, c'était pas trop aussi facile de dire je vais voir un psychologue, tout ça. Après, je trouve en tant que travailleur social, ça fait partie de notre formation autour de la réflexivité, de savoir aussi se poser la question de est-ce que je vais bien pour faire mon boulot, parce qu'en fait, on est notre premier outil. Donc, si on n'est pas en capacité de le faire, notre durée de vie est un peu limitée. Après, c'est un peu en lien avec ce qu'on disait aussi là, mais je trouve que là, les dispositifs Mon Psy, même s'il est critiquable sur certains aspects, sont en tout cas un bon moyen en tant que travailleur social d'avoir une sorte de supervision. Enfin, moi, je sais que j'utilise comme ça dès aujourd'hui. Et puis, en fait, je trouve aussi ce qui est enrichissant, c'est via un projet, les rencontres,
Enfin, derrière le réalisateur du film, Pierre Schrombroth, quand on le présentera, on fera une grande invitation, mais je vous invite à venir parce que c'est quelqu'un d'incroyable qui mérite vraiment qu'on s'intéresse à son boulot, et puis dans les échanges, il apporte plein de choses. Et puis Bruxelles, c'est cool. Donc si j'avais l'occasion d'aller à Bruxelles, je vous le conseille. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question d'Isabelle, mais... Merci pour votre réponse, Julien. Tout à fait, l'ouverture à l'international et puis une référence qui vous a marqué dans votre parcours et que vous allez continuer à faire connaître. Et ça, c'est important. Continuer à faire connaître donc les dispositifs, le fait que la Bretagne peut être une terre d'accompagnement, de prévention. Est-ce qu'il y a des dispositifs, des actions dont on n'a pas encore parlé et qui seraient essentielles à faire connaître aux personnes présentes aujourd'hui? Je vous donne la parole à vous trois. Moi, étant pas de Bretagne, je ne connais pas exactement, donc je vous prie de m'excuser, les initiatives locales. Par contre... des initiatives nationales, ça, c'est ce que j'allais dire pour répondre à la question de Madame, qui est plus dans une de mes expériences passées où j'étais au Sénat, et lorsqu'il y a eu toute la mise en place notamment des projets territoriaux de santé mentale que vous mentionnez, des contrats locaux de santé mentale aussi, on sait qu'il y a une offre quand même qui se structure très fortement par territoire autour de ces enjeux-là. Il y a les communautés professionnelles les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, merci beaucoup. Et je pense qu'il y a un intérêt quand même global à réussir à travers des associations et même des fédérations au niveau plus national, Santé mentale France par exemple, enfin, des acteurs qui vont permettre de regarder tout ce qui existe proche de chez vous, pour ne jamais se sentir seul face à une problématique, face à d'autres personnes. Je trouvais ça très beau ce que vous disiez sur si nous ça va pas, on va pas pouvoir aider l'autre, ce qui est le symbole souvent pris du masque à oxygène qu'on doit d'abord mettre sur soi. Mais là-dessus, je pense qu'il y a, enfin moi je sais qu'il y a par exemple Nightline, il y a beaucoup de choses qui existent, beaucoup d'associations qui existent, tant à distance, à travers des appels, que très localement, et je pense que Mentalo en est l'exemple dans cette structure-là, mais qui est nécessaire de savoir et de pouvoir avoir une visibilité. Et il me semble qu'en effet, que ce soit Santé mentale France ou en tout cas Nightline l'a fait aussi, de regarder ce qui existe autour pour avoir l'information et l'accès. On voit que nous, ce que les jeunes demandaient vraiment, c'était d'avoir cet accès-là. Et je pense que l'accès, c'est non seulement l'accès d'un point de vue financier, mais c'est aussi l'accès d'un point de vue de mobilité, mais c'est aussi et surtout l'accès d'un point de vue informationnel. Savoir que ça existe, savoir comment aller vers cette information. Est-ce qu'il faut appeler, est-ce qu'il faut se présenter, qui est cette personne ? Et je pense qu'il y a peut-être un travail initial à faire, si ce n'est pas déjà le cas par d'autres acteurs, mais de s'informer autour pour que vous soyez armés avec l'idée de tout ce qui est fait autour de chez vous et qui pourra vous aider dans votre pratique. Parce que c'est vrai qu'être seul, c'est très compliqué et c'est pas comme ça qu'on peut aider après le plus grand nombre de personnes. Dans les préconisations du Césaire, il y avait entre autres de soutenir les acteurs de terrain, ceux qui œuvrent au quotidien pour accompagner les enfants et les jeunes, et entre autres de soutenir les points accueil Écoute Jeunes. Alors dit comme ça paraît un peu simple, sauf qu'aujourd'hui on sait que les collectivités locales ont de moins en moins d'argent et que donc elles sont obligées de faire des choix stratégiques. Pour l'instant, le Conseil régional a fait le choix de continuer à soutenir les points accueil Écoute Jeunes, et ça je trouve que c'est bien, mais... je trouve que ça reste fragile. Non seulement il y a des dispositifs qu'il faut faire connaître, mais ces dispositifs restent fragiles. On sait aussi que les associations sont en grande difficulté financière aujourd'hui. Or, elles accompagnent aussi au quotidien et favorisent la cohésion sociale, tout ça. Et elles sont également fragiles. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on soit sensible à ça et qu'on dise qu'on a besoin des associations, des points accueil Écoute Jeunes, des professionnels de santé pour permettre à tout un chacun d'aller bien. Et une chose aussi que je voulais dire, je trouve que c'est bien aussi d'encourager tout ce qui est projet de jeunes. Donc à la mutualité, c'est la 2e année où on lance un appel à projet de jeunes, parce que justement, nous, on pense que s'engager, c'est bon pour la santé mentale. C'est vraiment notre credo. Et ça ressort aussi de l'étude du Césaire. Beaucoup de jeunes qu'on a rencontrés dans l'étude du Césaire nous ont dit que finalement, les adultes, on les prenait un peu de haut, on leur faisait pas confiance, où on les considérait comme immatures. Et nous, au Césaire, on les a entendus, on a dit, non, il faut vraiment faire en sorte que
la participation des enfants et des jeunes à la définition des politiques publiques soit réelle. Donc il y a des conseils de jeunes, des conseils municipaux de jeunes. Au conseil régional, il y a un conseil régional des jeunes, donc ça c'est bien, mais je pense qu'il faut vraiment associer davantage des jeunes à la définition des politiques publiques. Et ils nous ont dit aussi qu'il ne fallait pas les associer juste pour des projets qui les concernent eux, c'est-à-dire la création d'un skatepark ou eux, ils souhaitent vraiment donner leur avis sur l'ensemble des politiques publiques. Et ça, je pense que c'est vraiment à encourager également. Et effectivement, les projets de jeunes, c'est formateur et forcément, on va gagner en confiance en soi, en estime de soi, on va trouver sa place, on va être reconnu. Donc, c'est vraiment très bon pour la santé mentale. Alors, merci beaucoup. Je vois dans la salle aussi des acteurs de terrain en proximité, Rennes. Alors, je vois notamment Marc du Clubhouse. Peut-être que Marc, tu peux présenter rapidement le Clubhouse pour qu'il soit connu de tout à chacun. Merci. Et bonjour à toutes et tous. Mais je vois un partenaire, Geneviève de Maïker, et son acolyte, et on est dans une continuité de parcours. Et puis, pardon pour d'autres, il y a Camille du PTSM et puis d'autres. Le Clubhouse, c'est une association qui a ouvert ses portes le 10 juin 2024. Nous avons 3 missions. C'est d'abord accompagner les personnes qui sont concernées par des troubles psychiques. 3 missions: lutter contre l'isolement, favoriser les trajectoires sociales et professionnelles et lutter contre la stigmatisation. Aujourd'hui, on compte 150 membres. On est en accueil permanent et en plein développement. L'innovation du Clubhouse, c'est qu'on fonctionne sur 4 piliers, en particulier la co-gestion, c'est-à-dire que ce sont les membres du Clubhouse qui sont aux commandes et qui participent des décisions, du fonctionnement, et donc ainsi favorisent leur remobilisation. C'est un terrain de jeu sans enjeu, on s'amuse beaucoup et ça ressemble à une petite entreprise où on traite les mails, on fait la cuisine, parce qu'on fait un repas par jour, la comptabilité, toutes ces choses, et on développe beaucoup de projets. On est situé au cœur de ville, tout en bas de la place des Lys. Quoi dire d'autre? Là, je suis accompagné des membres. Est-ce que vous désirez dire quelque chose sur le Clubhouse? Je vous mets la pression. Avec le micro, peut-être, Marc? Junior. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je rejoins ce que vous disiez sur vos chiffres, que plus on avançait en âge, qu'on dépassait les 30 ans, et plus peut-être cette différence de genre, elle s'est estompée. Parce que nous, au niveau des membres du Clubhouse, on a autant de membres des deux genres, hommes et femmes, on en a autant. Donc on atteint l'équilibre. Après, on a une moyenne d'âge, je ne sais pas, 40 ans à peu près, au niveau de la moyenne d'âge. Ouais. Mais bon, voilà. Mais on a une fourchette d'âge très étendue. Je crois que c'est à partir de 18 ans jusqu'à le membre le plus âgé. Oui, il n'y a pas de limite, mais 72 ans. Ouais, voilà. Merci beaucoup. On vous situe. Est-ce qu'il y a un autre partenaire local qui souhaite se présenter? Je vais passer la parole à Geneviève. On a des réunions d'information tous les 15 jours. Sinon, je dis juste pour dire, le Clubhouse accueille des personnes qui ont soit des difficultés de troubles psychiques chroniques, soit passagères. La vie, elle ne fait pas de cadeaux et quand ça va mal, on est là. Merci de votre attention. Merci Marc. Bonjour, donc moi je suis Geneviève Kellenec, je suis directrice et présidente du dispositif MyCare. Nous, on a 3 objectifs sur ce dispositif. C'est d'accompagner des jeunes de 15 à 30 ans de manière globale, aussi bien sur le volet santé, que de leur donner des outils et des ressources pour aller mieux, à travers le sport, avec la sophrologie, et, à travers de l'art-thérapie, mais également connaître l'équilibre de vie, en fait, c'est ce qui est important. Et puis, on a un 3e pilier qui est le retour après une difficulté de santé mentale. Est-ce que je retourne en formation?
Est-ce que je me réoriente? Est-ce que je vais vers du service civique? Donc trouver pour chaque jeune sa sortie, que ce soit du bénévolat, du professionnel ou un changement de direction au niveau formation. Donc on a accompagné 76 jeunes depuis 3 ans. Ce sont des groupes de 8 à 12 jeunes qui viennent sur ces 3 mois pour justement repartir sur de bonnes bases. On a un deuxième axe qui est la recherche participative avec des jeunes et pour les jeunes. Donc ça, on travaille également avec l'Université de Rennes 2 et on a également un volet sensibilisation et notamment là j'interviens auprès des compagnons du devoir sur leur prise en charge de la santé mentale et sur le harcèlement parce que globalement, 90% de nos jeunes que nous accompagnons ont subi du harcèlement depuis l'école primaire et notamment sur la partie collège qui est là vraiment qui détériore beaucoup la santé mentale. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez très clairement dire où on peut vous trouver? Alors MyCare, donc ça s'écrit MY plus loin KER et on est sur Rennes à l'université, tout près de l'université de Rennes-Beaulieu et là Merci. devant la clinique FSEF Rennes-Beaulieu. Peut-être un mot, Camille Breton, sur le PTSM 35, plan territorial en santé mentale. Merci beaucoup. Alors, projet territorial de santé mentale, il n'y a pas de souci. Et je voulais juste profiter de l'occasion pour passer un petit mot, effectivement, puisqu'avec le dispositif Vigimental, qui consiste à fédérer une communauté de personnes formées en santé mentale, notamment les premiers secours en santé mentale, mais pas que. Il y a eu la création d'un site internet Notre Santé Mentale 35, Notre Santé Mentale en Ille-et-Vilaine, qui est là pour venir fédérer en fait de la ressource en santé mentale. Donc l'idée, c'est pas de recréer du contenu, mais bien d'amener vers de la ressource des dispositifs existants, alors que ce soit par le biais de cartographie qu'on recense ou par justement des guides et autres autour à la fois de la sensibilisation de la santé mentale, des droits et des associations et des dispositifs existants. Voilà. Et en ce qui concerne le PTSM, là on est dans une démarche, nous on va être évalué l'année prochaine pour aussi ouvrir vers une deuxième génération de projets avec l'idée toujours de construire des actions collectives au niveau départemental autour de la santé mentale. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une présentation au milieu et puis une dernière en bas? On va prendre deux dernières interventions. Donc nous sommes des professionnels qui travaillons à Guillaume-Régnier. Donc on travaille au dispositif DIJAPSI. Donc le dispositif DIJAPSI à Guillaume-Régnier, c'est un dispositif, donc 2 entités bien distinctes, une unité d'admission qui est ouverte à la semaine, qui accueille des jeunes donc de 18 à 25 ans. L'adressage s'est fait par un médecin traitant ou par le psychiatre traitant qui suit le jeune. Durant cette hospitalisation, donc c'est 4 semaines qui peuvent être renouvelables. Donc à la différence d'une unité d'admission, là, les jeunes se retrouvent entre eux et pas mêlés à d'autres populations et d'autres pathologies. Donc les semaines sont renouvelables. L'intérêt qu'il peut y avoir, dont on n'a pas là parlé, c'est aussi le diagnostic, parce que les jeunes, effectivement, il y a du mal-être, on ressent du mal-être, mais tant aussi qu'on n'a pas posé des mots sur le mal-être et aussi diagnostiqué sans enfermer dans une maladie, parce que ça aussi, c'est important. Ça peut aussi avoir un caractère rassurant et puis c'est le gage aussi d'un suivi précoce de la maladie, parce que souffrir d'un trouble bipolaire ou d'un trouble borderline, la prise en charge n'est bien évidemment pas la même. Et puis par rapport également le DIJAPSI, c'est aussi l'EMDIP. Donc l'EMDIP, c'est une équipe mobile qui va suivre les jeunes de 18 à 25 ans pendant 2 ans. Là, c'est réservé, puisqu'en psychiatrie, on est sectorisé, donc c'est réservé aux patients qui dépendent du secteur géographique de Maine-Bretagne.
mais il y a également en bout de ligne hip-hop. Donc je vais aussi leur passer la parole, puisque hip-hop, là, c'est une autre zone géographique de Rennes. Et puis je laisserai également des flyers si des gens sont intéressés. Oui, à la sortie, il y aura une table avec des ressources, etc. Vous pourrez en prendre connaissance. Du coup, nous, on est aussi une équipe du CAGR, hip-hop, une équipe pluridisciplinaire. On accueille aussi des jeunes de 18 à 25 ans pour des troubles émergents. Donc, on va accueillir des patients qui ont un profil d'état mental à risque de transition psychotique, des jeunes qui ont fait un premier épisode psychotique ou qui ont un diagnostic récent de troubles bipolaires de type 1 ou de troubles schizophréniques. À risque. Ouais. Et on est une équipe mobile, du coup, sur de l'ambulatoire. Donc l'intérêt de notre équipe, quand même, c'est qu'on a vraiment un suivi extrêmement rapproché des jeunes par des care managers, qui sont des infirmières, en fait, qui sont formées pour accompagner dans la vie quotidienne et même dans toutes les démarches qui peut être encourues au niveau des jeunes. C'est vraiment la plus-value aussi dans un milieu où on sait que les rendez-vous sont très très longs à avoir avec le psychiatre et voilà, tout ce qui concerne d'ailleurs la médecine en général. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très rapproché avec une réponse extrêmement réactive. Merci à vous. Dernière intervention de monsieur. Et puis après, on va repasser la parole à nos invités, nos intervenants, pour le mot de la fin. Bonjour, je m'appelle monsieur Jean-Luc Tézé. Je suis président de l'association Cause Pas Service. Elle a 3 buts. 1, représentation des usagers. 2, défense des usagers. 3, recherche sociologique de solutions en psychiatrie. On a l'intention de créer une fédération d'usagers à Rennes. Qu'est-ce que je veux dire pour les jeunes ? Eh ben justement, avec tout le mouvement, on va essayer de lutter pour leurs droits civiques, pour qu'ils gardent les droits civiques et qu'ils en récupèrent certains qu'ils ont perdus, et des droits sociaux aussi. Voilà. On peut vous trouver où ? Au 12 rue du Nivernais à Vision. Merci. Et je passe un message. S'il y a on va avoir besoin de stagiaires pour créer notre fédération. Si quelqu'un est intéressé, qu'il aille vers vous, madame. À plus tard. Merci à vous. Oui. Jeunes migrants. Je ne prêche pas pour ma paroisse. Je voulais parler du centre centre en santé mentale du réseau Louis Guillot pour les personnes migrantes sans droit, sans accès au droit, pour celles et ceux qui accompagneraient des jeunes sans droit. Voilà. Alors, la liste n'est certainement pas exhaustive. On pourrait aussi parler de la Fratrie du quartier, qui est une cantine solidaire et inclusive sur Rennes. On pourrait parler aussi des semaines d'information en santé mentale qui auront lieu du 30 mars au 11 avril, avec plein d'événements autour de la question de la santé mentale à Rennes, etc., etc. La liste est longue. Pour clôturer cette table ronde, où je vous remercie de vos participations, de vos questions et de vos pistes également, eh bien, je vais donner les mots de la fin. Et les mots, on va essayer de les garder écrits MOTS et non pas MAUX. À nos invités, à nos intervenants, avec finalement qu'est-ce que vous auriez envie de faire passer comme message aujourd'hui aux jeunes pour qu'ils prennent soin de leur santé mentale. Merci. De continuer à en parler. On sait que les jeunes parlent beaucoup à leurs amis, à leur famille, de continuer à en parler, d'en parler aux professionnels lorsqu'ils en ont proche de chez eux et qu'ils n'aient pas peur, ou en tout cas de s'attacher collectivement à limiter au maximum cette stigmatisation qui fait qu'on a encore 24% des jeunes qui disent avoir ressenti le besoin et n'avoir parlé à personne, de ne pas l'avoir fait à cause de la peur de la stigmatisation et de la peur du tabou qui est encore
malgré cette grande cause nationale qui restera grande cause nationale pour 2026, mais qui continue et faire continuer que le discours sur la santé mentale ne cesse jamais pour qu'on parle encore et toujours de ces enjeux-là. Alors, moi, ça va être très bref. Mobilisez-vous à nos côtés, parce que je pense qu'il faut répondre ensemble à tous les défis qui s'imposent à nous. Résister, ça serait le deuxième message. Et le troisième, c'est voter bien, puisqu'il va y avoir quand même des élections municipales et présidentielles, et que ça va quand même beaucoup, ça peut impacter beaucoup le travail social, la vie associative et tout ça. Oui, moi, un petit message aux étudiants, peut-être dans la salle, à faire passer à vos pairs. Si vous avez des idées noires, si vous n'arrivez plus à vous lever le matin, si en parler à vos amis ne suffit plus, appelez les dispositifs de soins, les CMP, le SSE, le BAPU. Du coup, je trouve ça un peu paradoxal qu'on nous donne la parole sur cette question-là, parce que j'ai un peu l'impression de m'adresser à moi-même, mais c'est pas grave. Et du coup, moi, j'ai envie de rejoindre quand même Margot Tellier-Poulain sur la question d'en parler. En fait, ce qu'on fait là, ça fait sens pour moi, et visiblement, ça fait sens pour vous aussi. Mais c'est une manière de lutter dans ce sens-là, et en l'occurrence, on peut tous le faire pour le coup. Alors, en parler plus ou moins, là, c'est surtout nous qui parlons, mais en parler ensemble, se retrouver sur ces instances-là. Après, on est aussi disponible pour en échanger. C'est une forme de réponse, je pense. Moi, comme dernier mot, je m'adresserai aux adultes pour le coup, pour rappeler aussi aux adultes que l'adolescence, c'est une phase compliquée, au-delà de l'idée que on a des questions identitaires, c'est aussi du coup être là à écouter les jeunes, parce que du coup on dit aux jeunes de s'exprimer, mais il faut peut-être aussi qu'il y ait des gens qui soient là pour écouter. Voilà, merci. Eh bien, merci à vous particulièrement, merci à vous aussi. Bonne fin de journée et on vous souhaite une bonne santé mentale pour 2026. Bonne fête de fin d'année.